peut tenter de dire que cela tombe bien. Nous avions prévu de longue date l'intervention de notre spécialiste OVNI dans ce secret du mystère. Nouveau rendez-vous, je vous le rappelle, de 9 h à midi, chaque dimanche sur Sud Radio. Et l'actualité nous a rattrapés et nous offre, si j'ose dire, un tremplin de premier choix, puisqu'une enquête a été menée par Jean-Jacques Velasco. Voilà le nom de ce personnage que vous entendrez souvent le dimanche dans notre émission. Jean-Jacques Velasco, qui travaille au Centre national d'études spatiales au sein d'un service qui s'appelle le CEPRA. Donc avec Yves Lignon, nous aborderons avec Jean-Jacques les dossiers OVNI. Jean-Jacques Velasco, bonjour. Bonjour, oui. Définissez-nous un petit peu ce qu'est le CEPRA rapidement pour ceux et celles qui ne savent pas de quoi il s'agit. Oui, le CEPRA, donc c'est le service d'expertise des phénomènes de rentrée atmosphérique. Il se situe au sein du Centre national d'études spatiales à Toulouse. Et donc son rôle, c'est d'analyser, d'expertiser en fait les phénomènes qui sont rapportés par des témoins, et puis également de prendre en compte tout ce qui concerne les rentrées de fusées, de satellites, qui dans certains cas génèrent des jolis feux d'artifice. Alors vous allez nous donner un exemple, et là il y en a un de choix, c'est la dernière enquête que vous avez menée, puisque vous avez passé quasiment toute cette semaine du côté de Grenoble, à Vorep, dans cette petite banlieue grenobloise. Ah oui, le moins qu'on puisse dire, c'est que la rentrée a été plutôt... la presse en a parlé beaucoup, hein. Oui, la presse a été d'ailleurs un des éléments, je crois, de diffusion importante d'informations. Alors, parlez-nous des faits. Alors les faits, bien, tout d'abord, ce sont des gens qui se trouvent dimanche soir dans leur jardin, il fait très beau, la soirée est calme, donc c'est une famille qui va donc être dans son jardin, et puis le mari va donc aller chercher des figues au fond du jardin, comme chacun... Une soirée normale, tout à fait banale. Tout à fait banal. Et puis, la mère et la fille discutent ensemble avec un petit garçon à côté d'elle, et brutalement elles se retournent et elles aperçoivent au-dessus d'elles, à quelques mètres, il y avait un magnifique cerisier qui était tout à côté, un objet sombre qui oscille, qui silencieusement va se déplacer, va venir au-dessus de leur tête, et puis tranquillement commencer à disparaître. À ce moment-là, le mari qui était au fond du jardin aperçoit cet objet qui est dans le ciel. Il va donc se précipiter. Sa femme va lui donner le caméscope qui était sur le téléviseur, puisqu'ils ont des enfants bas âge et qu'un caméscope ça sert souvent à fabriquer des souvenirs de famille. Et à ce moment-là, donc il va filmer la fin, disons, la disparition du phénomène, qui prend tout son temps. Hein. Il y a pratiquement 2 minutes de film vidéo. À partir de là, eh bien, tout va s'enclencher. Les gens vont essayer d'aller chez le voisin pour voir sur le balcon s'ils peuvent de nouveau, et puis alerter le voisin pour qu'il regarde également. Non, ils verront pas, ils verront simplement un tout petit point. Et donc, entre eux, ils discutent. Est-ce qu'on avertit la presse? Est-ce qu'on avertit la gendarmerie? Ils ont choisi la gendarmerie. Et à ce moment-là, bien, nous sommes intervenus quelques 36 heures après, parce que la gendarmerie a à la fois recueilli les témoignages et le film, ce qui nous a permis de faire notre enquête. Oui, alors moi j'ai suivi ça dans la presse locale, comme tout le monde, et donc, mon cher Jean-Jacques, vos premières réactions, telles du moins qu'elles ont été rapportées par la presse, m'ont permis d'apprendre que vous jugiez ce cas remarquablement intéressant. Alors qu'est-ce que c'est qu'un cas intéressant pour un spécialiste comme vous, et en quoi celui-ci l'était-il? Alors un cas intéressant, c'est un cas qui en fait repose sur des critères qui sont les suivants. Là, il y avait une information qui nous est parvenue directement par la gendarmerie dans des délais très courts. Observation, donc le soir à 20 h, nous étions informés dès le lundi matin. Deuxièmement, il y avait une observation qui était faite au crépuscule. Donc c'était une observation, disons, diurne. Ensuite, il y avait des éléments qui nous montraient qu'il y avait des témoins qui étaient en indépendance relative. Également, la gendarmerie nous avait signalé qu'il y avait un témoin qu'il recherchait et qui était complètement indépendant de la famille. Ensuite, le cas était intéressant parce qu'il était rapproché, en ce sens que la description sincère des témoins du phénomène observé montrait qu'il était proche d'eux, puisqu'il était noté que le phénomène avait survolé les témoins. Également, nous avions la possibilité de pouvoir vérifier des éléments physiques
donc toujours les faits, toujours être factuel à partir du film vidéo. Ce film vidéo qui montrait une séquence de 2 minutes, donc ce qui était considérable. Et ensuite, autre élément, c'est que la durée d'observation du phénomène était de l'ordre de 5 minutes. Avec tous ces éléments, donc c'est la gendarmerie qui vous a rapporté tout cela. Donc quelle est l'enquête type, l'enquête standard? Je veux dire, là vous avez sauté dans le premier avion, hein, c'est le cas de le dire. Et qu'est-ce qu'il se passe ensuite? Alors il se passe ensuite la chose suivante, c'est que au vu des informations donc recueillies par la gendarmerie, nous restons en liaison permanente avec eux et nous essayons à ce moment-là de recueillir un maximum d'éléments susceptibles, un petit peu comme une enquête judiciaire. Donc vous allez à la rencontre des gens? Oui, tout à fait, on va essayer interrogatoire, si j'ose dire. Non, pas comme ça. Non, il y a toute une approche quand même, disons, plus confiante. Parce qu'il semble de toute façon que le témoin standard, entre guillemets, si tant est qu'il y ait un témoin standard, c'est quelqu'un qui est relativement inquiet, quand même, parce que ça l'a troublé, cette observation. Vous les avez trouvés inquiets, tendus? Moi, je les ai trouvés vraiment intrigués. Ça, c'est clair. Et même, je dois avouer que ils ont communiqué une certaine angoisse au petit garçon qui était à côté d'eux. Donc, ça s'est pas senti directement, mais il a été perturbé. Oui. Et ils vous reçoivent comment? Comme le Messie? Non, pas du tout. Non, ils veulent une information, ils veulent peut-être une réponse à leur observation. Donc, dans un premier temps, je reviens donc à ça. Ce qui est important dans la procédure, c'est de recueillir le plus vite possible une information neutre. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas une pollution qui soit apportée par à la fois, faut le dire, parfois les médias et aussi des gens qui veulent que des observés correspondent à leur idée qui sont les ovnis. Donc ça c'est important. Ensuite, on a peut-être la possibilité, éventuellement de mesurer les effets sur l'environnement. Alors, d'où ce fameux cerisier qui se trouve à cet endroit, et pour nous peut-être la possibilité de recueillir des échantillons, donc des feuilles, etc., dans le temps le plus court possible. Et puis, ce fameux film qu'il ne fallait surtout pas laisser partir. Mais à partir du moment où le film en fait était confié entre les mains de la gendarmerie, nous avions de bonnes chances de pouvoir le récupérer. Alors donc la seconde partie de l'enquête va consister à prendre en compte l'ensemble des éléments qui concernent en fait l'observation. Donc on va faire une reconstitution à partir des témoignages. Donc on va resituer en fait chaque témoin dans l'instant où il a fait l'observation. On va également saisir toutes les informations qui sont relatives à l'environnement physique. Et donc l'environnement physique, c'est-à-dire les conditions météorologiques locales, c'est-à-dire la circulation aérienne, à la fois civile ou militaire. On va investiguer dans le secteur pour voir s'il n'y a pas des clubs d'aéronautes, s'il n'y a pas une circulation du LM, etc. Donc tout un ensemble d'éléments, d'informations qui vont progressivement être collectés. Est-ce que vous êtes épaulé dans ce genre de recherche? La gendarmerie vous donne un coup de main? Ah oui, je dois dire que c'est ça qui est important, c'est que c'est fait en concertation avec la gendarmerie. Et la gendarmerie, dans la plupart des cas, met à disposition tous ces moyens locaux d'investigation et je dois leur tirer un grand coup de chapeau à cet égard. Et y compris le panier à salade pour se déplacer? Ça arrive parfois. Et puis alors donc ce fameux cerisier. Pourquoi le cerisier? Oui, voilà, pourquoi le cerisier? Parce que les témoins mentionnaient que ce qu'ils avaient observé, donc l'OVNI, pour le comme ça, donc était au-dessus d'un cerisier qui était très proche d'eux, dans la propriété voisine. Donc à partir de ce moment-là, souvenez-vous, quand je vous disais que pour pouvoir analyser des choses aussi délicates que le phénomène OVNI, il fallait donc se reposer sur des faits qui pouvaient être mesurables, quantifiables. Les scientifiques n'acceptent du reste que ça. Là, nous sommes entièrement d'accord. Oui. Je vais aller au fond des choses. Là, au fond des choses, donc on s'est dit, si éventuellement ce fameux OVNI génère des effets particuliers, notamment électromagnétiques, comme nous avions déjà précédemment fait des enquêtes, nous avions pu relever des anomalies par rapport à des émissions de champs électromagnétiques, on s'est dit, le cerisier pourrait nous révéler quelque chose. Donc nous avons, selon la méthode expérimentale, recueilli des échantillons de feuilles sur ce cerisier,
ainsi qu'un cerisier qui se trouvait beaucoup plus loin, dans une autre propriété, comme témoin. Bref, vous êtes monté sur une échelle. Bref, nous sommes montés sur une échelle. Et du reste, c'est assez périlleux, dans la mesure où nous ne montons pas sur l'échelle des particuliers. Nous montons sur les échelles que la sécurité civile met à notre disposition. Oui, quand même. En l'occurrence, là, la sécurité civile nous avait apporté une grande échelle. C'était sans doute trop important par rapport au problème. Alors nous avons réduit ensuite la hauteur de l'échelle. Avec les cabots. Non, c'est très amusant, ça c'est du boulot. Hein. Mais Jean-Jacques, vous avez parlé justement d'anomalies végétales, c'est un point important. Qu'est-ce que vous entendez par anomalie là? Ce mot m'intrigue énormément. Ce mot anomalie est en fait intéressant dans la mesure où on a pu vérifier dans certaines enquêtes, qui nous expliqueront un petit peu plus tard, notamment le fameux cas de Provence, qu'il y avait des effets très particuliers qui avaient été observés à partir justement du passage d'un phénomène non identifié et qui avait en quelque sorte marqué la végétation. Et le phénomène, alors là, c'est le cas de Provence, ce phénomène non identifié qui restait non identifié. Qui est resté jusqu'à ce jour non identifié. Alors, parce qu'on a tous eu le résultat de votre enquête à travers la presse, voulez-vous nous redire vos conclusions concernant cette enquête et ce prétendu OVNI? Eh bien, moi je pense qu'il demeurait un OVNI jusqu'au moment où effectivement le doute a été levé. Car la convergence de tous les indices, en particulier même la vision du film, indiquait que les témoins étaient de bonne foi, étaient crédibles et qu'ils avaient réellement vu quelque chose, parce que le film apportait un élément important dans cette observation. Donc, il s'est passé la chose suivante, c'est que à partir du moment où le cas a été enquêté, nous avions donc fait notre travail. Nous avons laissé donc la gendarmerie locale continuer et poursuivre ses investigations, notamment pour retrouver un témoin indépendant qui s'était arrêté avec une camionnette et qui était reparti. Donc la presse locale a immédiatement fait un communiqué. Parce que bien évidemment le voisinage était intrigué, avait parlé de ça, et ça a pris une ampleur considérable. Donc à partir de ce moment-là, il s'est passé la chose suivante, c'est que des gens se sont manifestés vendredi soir en signalant à la brigade locale que c'était peut-être eux qui étaient à l'origine de cet OVNI, dans la mesure où un enfant à qui son père ou sa mère lui avait donc offert un magnifique ballon, vous savez comme on voit dans les fêtes foraines qui représentent des animaux. Un ballon qui tient en l'air, à l'hélium. Ouais. Eh bien malheureusement cet enfant avait perdu son ballon et il s'avérait que ça pouvait correspondre à l'heure à laquelle les gens avaient observé. Donc à partir de ce moment-là, eh bien, la gendarmerie a auditionné ces personnes, nous a fourni toutes les informations relatives au positionnement de ces personnes, tout au moins de l'endroit où l'enfant avait perdu le ballon. Et puis, comme nous avions reçu les conditions météorologiques locales, et c'est vrai qu'il n'y avait pratiquement pas de vent, inférieur tout au moins à 2 mètres secondes, qu'il y avait un tissu urbain très dense. Vous avez pu retracer le schéma de ce ballon? Absolument. On a reconstitué la trajectoire pratiquement dès vendredi soir. Et à ce moment-là, il y avait une quasi-certitude qu'il s'agissait bien d'une confusion par rapport à un objet connu. Jean-Jacques Velasco, je suis un peu déçu quand même. Cela fait quelque temps que l'on se connaît. Et vous n'avez pas amené un cas récent d'OVNI réel et authentique. Est-ce que on est amené à se poser la question, est-ce que le phénomène OVNI existe finalement? Faut pas être déçu ni impatient, Louis, dans la mesure où je pense que c'est parce que nous travaillons avec rigueur et en examinant très attentivement l'ensemble des cas qui nous sont soumis que ça peut nous permettre effectivement de sélectionner des cas qui pourraient nous apporter des informations importantes sur l'inexpliqué. Vous voulez dire par là que le cas de Vorep, sur lequel vous avez enquêté là, cette semaine, si quelqu'un de moins rigoureux, de moins scientifique avait enquêté, ça aurait pu passer pour un cas d'OVNI, le cas du siècle par exemple, un cas très intéressant? Absolument. Alors que ce n'était que l'histoire d'un ballon? Absolument, dans la mesure où l'exploitation du film
en dehors de l'information comme quoi un ballon était passé dans le ciel, aurait sans doute semé la perturbation, plus que le doute même, dans cette affaire. Oui, je crois qu'il faut prendre les choses un peu sous un autre angle. Il y a un certain nombre de personnes qui sont fascinées par les ovnis et qui accusent les gens comme vous, Jean-Jacques, de vouloir toujours trouver une explication à tout prix. Même si l'explication que vous êtes supposé fournir ne tient pas la route, ils se débrouillent toujours pour tout expliquer. Est-ce que c'est vraiment le cas? Est-ce qu'il y a, dans tous vos dossiers, dans ces dossiers que vous étudiez depuis 20 ans, est-ce qu'il y a un résidu de cas, je suis très précis, qui reste inexpliqué en l'état actuel des connaissances scientifiques? On peut le dire, oui, il existe des cas qui restent inexpliqués. Et du reste, ces cas, bon, pour la plupart, bien sûr, ont été investigués par... Il y a des gens qui n'ont pas une fonction officielle comme la mienne, mais je dois dire que je vous l'avais déjà présenté, d'ailleurs le cas de Valençol me semble être un cas inexpliqué qui était intéressant, mais il n'avait pas à l'époque les méthodes d'analyse, l'ensemble des moyens qui permettaient peut-être d'aller plus en avant. Mais des cas que nous avons, nous, dans vos dossiers, enquêtés, dans nos dossiers, il y a notamment le fameux cas de Provence que j'expliquerai un peu plus tard, et puis des cas aéronautiques sur lesquels nous pouvons maintenant travailler avec la possibilité pour nous d'examiner avec le radar l'observation qui a été faite par les pilotes. Donc, Jean-Jacques, vous nous disiez tout à l'heure qu'il y a des ovnis qui gardent le reste. Certains résidus, d'ailleurs, dans vos déclarations à la presse, vous avez fourni des chiffres ces jours-ci. Donc, s'il y a un résidu, à propos de ces quelques cas, il est raisonnable, j'insiste sur raisonnable, d'émettre un certain nombre d'hypothèses, même audacieuses. Et donc, bien entendu, l'hypothèse extraterrestre. Oui, mais ça d'ailleurs, c'est tout à fait normal que lorsque l'on a affaire à des événements de cette nature, en scientifique, on puisse émettre des hypothèses. Et donc, à partir d'une hypothèse, eh bien, il faut pouvoir soit la réfuter, soit la vérifier. Oui, bien sûr, c'est ça la science. Donc c'est ça la science. Et donc, il faut être sur ce terrain, et uniquement sur ce terrain. Donc c'est pour ça que nous n'assimilerons jamais un ovni. Pour nous, ovni, c'est pas égal à extraterrestre. Il est clair que si on met l'équation dans ce sens-là, je m'en vais tout de suite. Oui. Donc ce qu'il faut bien dire, c'est que ovni, ça peut être égal à hypothèse extraterrestre. Voilà. Et donc le sens du mot hypothèse garde toute sa valeur. Alors attendez, on a besoin d'un petit peu de clarification parce que je suppose que ceux et celles qui nous écoutent ont dû se poser la même question. OVNI, ça veut dire objet volant non identifié. Et donc vous dites qu'un objet volant non identifié ne veut pas dire nécessairement piloté par un extraterrestre, c'est ça? Bien entendu. Bien oui, entendu. Je crois que Jean-Jacques a été très clair. Ça ne veut pas dire piloté par un extraterrestre. Ni d'origine extraterrestre. Ça veut dire qu'il est raisonnable d'envisager à son propos l'hypothèse extraterrestre. Mais envisager une hypothèse, ce n'est pas déclarer voici la vérité. Absolument. Oui, alors là je pose la question aux deux scientifiques que vous êtes. Donc un objet volant non identifié, d'où peut-il venir alors? Ah, mais ça a l'air d'être une bonne question. Encore faut-il sur des faits précis et avérés, pouvoir parfaitement cerner de quoi il s'agit. Tout l'enjeu est là. Jusqu'à présent, personne n'a pu apporter la moindre preuve que l'on possédait un ovni. Donc matériellement parlant, nous n'avons absolument pas aujourd'hui de raison de penser qu'à la limite, les ovnis existent. Oui, parce qu'on a... Ah oui, mais là vous cassez le merveilleux. Attendez, Jean-Jacques, on n'a toujours pas trouvé un boulon d'ovni. Absolument. Là, je suis formel. Tout au moins, non, officiellement. Bon, d'accord. Je sens que là, il faudra reparler de cela une autre fois. Donc, on n'a toujours pas trouvé officiellement de boulon d'ovni, mais par contre, à travers le comportement des ovnis, on peut peut-être supposer qu'ils utilisent une technologie qui n'est pas la nôtre, qui est supérieure à la nôtre. On peut là aussi spéculer. Alors là, c'est pas la spéculation. Je pense qu'aujourd'hui, on a suffisamment d'éléments enquêtés et avérés, notamment par les cas aéronautiques qui ont été concrétisés par des observations radar couplées à des témoignages pour nous montrer que si ces cas sont tout à fait authentiques et vérifiés, bien évidemment, nous risquons de nous trouver devant des objets, parce que comme ça, ce sont des objets dont le comportement aéronautique
est incompatible avec les meilleurs avions que nous possédons aujourd'hui. Bon, avec ce que nous savons faire. Ce que nous savons faire technologiquement. Bon, alors ça vient d'où alors? Mais, Louis, ça ne vient pas de quelque part. On ne sait pas d'où ça vient. On sait qu'il y a une hypothèse qui ne doit pas être considérée comme autre chose qu'une hypothèse. Il n'est raisonnable ni d'en faire une vérité, ni de dire cette hypothèse ne peut pas être étudiée. Je crois que c'est bien ça, Jean-Jacques. Absolument, je partage ce point de vue. Bon, alors, évidemment, à partir de là, quand même, malgré tout, du moment que vous évoquez l'hypothèse extraterrestre, ça plaît. Mais ça peut plaire, mais moi, personnellement, je pense que c'est la plus rationnelle. Et quand je dis que c'est la plus rationnelle, je m'appuie sur des astronomes, des gens très sérieux, des ingénieurs, qui ont déjà mis en avant des possibilités de voyage par nous-mêmes dans le système solaire. Nous sommes déjà des extraterrestres, puisque nous sommes allés sur la Lune. Prochainement, nous irons sur Mars. Alors pourquoi pas un petit peu plus loin? Et pourquoi pas dans le sens contraire? Et pourquoi pas dans le sens contraire? C'est ce que notamment Jean-Claude Ribes et Guy Monnet, qui sont deux astronomes, ont proposé dans ce qu'on appelle la colonisation de l'espace. Nous reparlerons donc de ce dossier OVNI. Vous avez compris qu'il était volumineux. 10h56 sur Sud Radio. Dans quelques minutes.